Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous aviez appréciée vraiment beaucoup lorsque je l'avais tournée l'année dernière, et on est reparti pour retourner le format version 24-25 puisque on va citer un joueur par club de Bundesliga à suivre cette saison. C'est vrai que j'ai regardé la vidéo que j'avais tournée l'année dernière, j'avais cité des noms, j'ai eu autant de belles réussites. Et ça, j'en suis très satisfait. Et autant, j'ai eu des petites erreurs, des petits loupés. Ça, bon, bah voilà, ça fait partie du risque quand on essaye de se mouiller. Encore une fois, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager. On va faire tous les clubs de bully. On va citer un joueur par club de manière assez dynamique, de manière à ce que ce soit pas trop long pour vous. J'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes. On perd pas plus de temps. C'est parti pour la première pépite à suivre. Et on va partir du côté du club munichois. Alors le Bayern de Munich qui doit se racheter un petit peu suite à sa saison compliquée. Déjà le mercato du Bayern, on l'a là. Avec du Michael Olise, du Palinha, du Ito, du Zaragoza ou du Eric Dyer. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire... Pour moi, ça se vaut entre deux noms. C'est une des recrues. Le premier, c'est soit Joao Palinha, soit Michael Olise. Les deux profils, pour moi, sont ultra intéressants. Les deux profils ont de grandes qualités et ont clairement quelque chose à tirer du côté de ce Bayern de Munich qui a besoin de se refaire une santé avec leur coach. Eh bien, monsieur Vincent Kompany, je vais y arriver. Mais cela dit, pour moi, l'élément... Là, c'est vrai que je parle de joueurs et je fais direct une petite exception. Moi, celui que je vais vraiment suivre cette saison, en fait, pour moi, c'est directement Vincent Kompany. Parce que autant tu peux t'attendre à quelque chose d'exceptionnel, parce que son passage à Burnley, dans un premier temps, il réussit, il bat le record de points en Championship. Après, il réussit pas en Première Ligue, ça c'est un fait, mais Vincent Kompany, moi je pense que ça peut réellement être bon. Pour moi, c'est lui. C'est lui le joueur, la personne que j'ai envie de suivre du côté du Bayern cette saison. Parce que clairement, pour moi, si lui ne réussit pas son job, le job qu'il est en train de faire maintenant, en avant-saison, le Bayern n'y arrivera pas. J'ai déjà été très très dur dans mes prédictions avec le Bayern en disant que je les revoyais faire une saison blanche. À lui de me mentir. Pour moi, la personne, j'ai dit le joueur, mais je fais une exception puisque là c'est l'entraîneur que je vais vraiment suivre. Du côté du Bayern, l'individualité que je suis, c'est vraiment Vincent Kompany. Allez, on part du côté du champion en titre, hein, Leverkusen qui fait un beau mercato. Moi j'aime beaucoup parce que Alex Garcia c'est très bon, Martin Terrier c'est pas mal. Belsian c'est pas mal aussi, ça a été recruté clairement du côté de Rennes, hein, c'est dingue. C'est pas forcément là-bas que j'aurais pensé aller voir. L'année dernière j'avais dit Florian Wirtz, je crois que je m'étais pas trop loupé en disant que c'était le joueur à suivre et que ça a été le joueur qui a vraiment explosé, Florian Wirtz. Quand je regarde cette équipe là, pour moi, j'aurais tendance à encore dire Florian Wirtz. Mais pour moi, il est plus... tout le monde l'attend au tournant, donc j'ai envie de me mettre un peu en difficulté, pour tout vous dire. Et moi je suis persuadé que Martin Terrier, ça va être le joueur à suivre. Pourquoi ? Parce que Martin Terrier, c'est, pour moi, sous-coté. C'est un des joueurs, clairement, qui est sous-coté. C'est un super profil, c'est un très beau parcours du côté du Stade Rennais. Bon, il y a eu la grosse blessure, mais un parcours atypique. Côté le LOSC, Strasbourg, Lyon et Rennes. À Lyon, ça n'avait pas été incroyable. On voit qu'en Ligue 1, ça a quand même mis énormément de buts. Pour moi, Martin Terrier, c'est le joueur que je vais vraiment suivre. Je lui souhaite d'être épargné par les blessures. Je lui souhaite de réussir là-bas dans un championnat où les attaquants s'expriment bien. Et je lui souhaite bien sûr de ne pas être blessé. Parce que s'il se blesse avec la concurrence qu'il y a là-bas, ça risque d'être compliqué. Pour moi, quand tu vois l'attaque de Leverkusen, tu te dis, ouais, il faut vraiment être épargné par les blessures. Parce que si tu regardes sur ce plan-là, c'est encore plus flagrant. Adli, Terrier, Tella, Olzek, Boniface, Schirk, sans compter l'animation offensive avec du Hoffman, du Wirtz, même le petit Alexis Garcia, c'est très très bon, qui est arrivé de Riron. Ça aurait pu être l'individualité que j'aurais observée. Mais bref, il y a vraiment de super joueurs. Offensivement, c'est pas les options qui manquent. Il va falloir être à niveau pour Martin Terrier. Mais je suis persuadé, à 27 ans, il peut clairement exploser. Enfin, dans un club dans lequel il risque de jouer clairement le titre. Enfin, il va jouer le titre, c'est un élément pour le titre, clairement. Et pour moi, il a plus que jamais sa chance du côté du Bayer Leverkusen. On passe au Borussia Dortmund. Bon, à Dortmund, il y a aussi de belles choses à dire. Il y a de belles choses qui ont été faites aussi cet été, des choses un peu plus surprenantes. Déjà, Dortmund, le départ de Füllkrug en a surpris plus d'un. Moi, le premier. Tom Roth aussi, ça m'a surpris, qui s'en aille, parce que franchement, c'est un joueur que je trouvais assez intéressant. Après, il y a des arrivées. Guirassy, deuxième meilleur buteur de la saison dernière. Yann Couto, en provenance de City.
C'est un prêt payant, mais un prêt payant. Valdemar Anton pour remplacer un Matt Hummels et un Pascal Gross, un vrai fidèle, un vrai homme de l'ombre. Trois profils là, les 3 derniers assez intéressants. Malgré tout, moi j'ai de gros doutes sur le fait que cette équipe elle soit vraiment compétitive pour le titre. Ça c'est mon point de vue personnel. Peut-être que j'en parlerai un peu plus dans mes pronostics de la saison 24-25. Pour moi, le joueur que j'ai envie de suivre, qui a vraiment fait une très très belle saison l'année dernière et pour moi qui doit vraiment exploser désormais avec le départ de Matt Hummels, c'est un ancien petit gars de Freiburg que je connais extrêmement bien, Nico Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck, parce que pour moi, il est clairement l'avenir de la défense centrale en Allemagne. Voilà, il y a Anton qui arrive. Pour moi, il a largement plus les capacités d'être le leader de la défense du côté du Borussia Dortmund au détriment d'Anton. Valdemar Anton, je l'ai suivi aussi de très très près depuis très longtemps. Hein. Le Valdemar Anton, il est là, le défenseur central arrivé de Stuttgart, qui lui a été formé du côté de Hanovre, qui ensuite est arrivé à Stuttgart. Et en fait, ce qui me fait un peu peur avec Anton, c'est que si tu analyses un petit peu son parcours, oui, ok, hein, ça fait les équipes juniors à Hanovre, ensuite ça fait le saut pour 5 millions en 20-21 où il arrive à Stuttgart, ok, c'est pas mal. Mais par contre, en soi, la saison 21-22, Stuttgart ça se bat pour la relégation. La saison 22-23, ça se bat pour la relégation. Et il n'y a que à la saison 23-24 où vraiment Stuttgart a écrasé tout pronostic et a vraiment fini dans le top. Pour moi, clairement, j'ai pas envie d'être pessimiste avec ce profil-là défensif. Mais en fait, c'est un petit peu l'arrivée de Valdemar Anton qui me fait dire que Schlotterbeck doit être le joueur à suivre parce que ça doit être le patron. Pour moi, pour tout vous dire, Anton, je lui donne pas cher de sa peau. Pour moi, c'est un gars, il a fait une bonne saison. Ça l'a emmené à l'Euro en Allemagne. Bravo à lui. Parce que vraiment, il va confirmer ses attentes. Ça, je lui le souhaite. Et c'est pour ça que pour moi, Schlotterbeck, c'est vraiment l'avenir. L'avenir vraiment dans la défense du BVB. Je pense que c'est pas non plus un joueur qui sera éternel au Borussia Dortmund, Schlotterbeck, parce que vraiment, il est très très bon dans son profil. Il fait vraiment d'excellentes choses. Et il est très très jeune. Hein. On parle d'un garçon qui a que 24 ans et qui a clairement encore de belles choses à faire du côté du Borussia Dortmund. Je suis persuadé que d'ici à 2 saisons, l'envie de découvrir un autre grand championnat lui viendra. Et je le vois complètement dans une équipe à la Guardiola, hein, avec un Manchester City ou un autre profil avec des vrais disciples de Guardiola. Pourquoi peut-être même pas au Bayern tout à coup, hein, parce qu'avec Vincent Kompany, on ne sait pas ce que ça peut donner. Et c'est mon joueur à suivre du côté du Borussia Dortmund. On est parti du côté du Rasenballsport Leipzig, hein, équipe toujours très très bien gérée, toujours très intéressant de voir ce que fait Leipzig. Déjà au niveau des arrivées, c'est un peu plus calme que d'habitude. Hassan Ouadragao qui est arrivé, sauf erreur, parti directement en prêt. Il est renvoyé en prêt, il est blessé, mais sauf erreur, non, puisqu'il est blessé, la rumeur l'envoyait à nouveau du côté de Schalke pour gagner en temps de jeu. C'est pas finalement, il va rester du côté de Leipzig pour sa convalescence, peut-être qu'il sera prêté par la suite. Et puis le petit Van der Voort qui est arrivé. Van der Voort, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est un super gardien, c'est un bon profil, c'est un bon prospect en vrai de la part de Leipzig parce que Goulashi est là depuis très longtemps. Et niveau des gardiens, ils ont toujours fait avec Peter Goulashi. C'est vraiment un élément ultra important de l'histoire de Leipzig. Et là, ils vont chercher un jeune pour peut-être un peu changer le cycle. Et ça, je trouvais assez intéressant. En analysant vraiment l'équipe de Leipzig, c'est super dur de citer un nom. Xavi Simon, on pourrait le citer, même si je ne me rappelle plus si je l'avais cité ou pas, ou j'avais peut-être cité Loïs Openda. J'avais dû citer Loïs Openda l'année dernière. Xavi Simon, mais ça paraît tellement évident qu'il va faire une bonne saison vu la qualité du bonhomme. Non, moi je vais peut-être citer un autre élément qui risque d'avoir beaucoup d'importance dans la rotation du côté de Leipzig, ou alors pas forcément dans la rotation, mais dans l'importance de remplacer un Dani Olmo parti à Barcelone. C'est Christopher Baumgartner, ancien joueur de Hoffenheim, très très intéressant, qui était un vrai leader, l'Autrichien qui a fait un bel Euro, vraiment un bel Euro, tout comme l'Autriche de manière générale. Hein. Il est arrivé, lui, maintenant il y a une saison, il a eu pas énormément de temps de jeu l'année dernière, parce que il était un petit peu freiné par monsieur Olmo, qui a vraiment fait une très très grosse saison, faut dire ce qui est. Mais si tu regardes son parcours et sa valeur, voilà, il est monté à des prix à 24 millions. Quand il passe à Leipzig, c'est pour 24 millions. Après, il a un peu chuté sa valeur parce que bien moins joué durant la première saison du côté du RB Leipzig. Mais là, pour moi, c'est clairement le profil à suivre parce qu'il doit remplacer aussi un élément qui a été très important. Je l'ai trouvé extrêmement bon à l'Euro dans cette Autriche de Ralf Rangnick. Je l'ai trouvé très très à l'aise à sa place, très très bon balle au pied, le vrai leader offensif de cette équipe d'Autriche.
Pour moi, c'est le joueur à suivre du côté de Leipzig. C'est vraiment sur lui que je miserais. Même si tu as un Xavi Simon hein, qui va aussi apporter beaucoup par son animation offensive. Pour moi, Christopher Baumgartner, s'il veut aller chercher le potentiel qu'on lui espérait, doit faire une très grande saison du côté du RB. Le deuxième de la saison dernière, le VfB Stuttgart, on en parle maintenant un petit peu de ce VfB Stuttgart hein, qui a aussi un gros mercato parce que là, oui, il y a l'arrivée de la Champions League, le retour de la Champions, ça recrute Chabot. Je suis vraiment pas fan, ça recrute Levling, ça lève définitivement l'option d'achat qu'ils avaient. Ça va chercher Denis Undav et Demirovic. Alors, quand tu dois remplacer un Sekou Guirassy qui t'a mis autant de buts, c'est compréhensible. Tu vas chercher autant d'éléments offensifs. Pour moi, le joueur à suivre, il est soit chez Denis Undav, soit chez Ermedin Demirovic. Mais je vais citer Ermedin Demirovic parce que Denis Undav a fait une très grosse saison l'année dernière. Ermedin Demirovic, c'est aussi un joueur que je suis depuis Saint-Gall. Il a un parcours dans sa carrière que je trouve très très bon, hein. Il n'a que 26 ans, il sort d'une saison à 14 buts à Augsbourg, c'est pas non plus un ténor de Bundesliga à Augsbourg, donc pour moi il fait le bon choix. Il a l'occasion d'être mis en valeur dans une équipe qui va le mettre vraiment comme étant titulaire dans son attaque, hein. Il aura aussi la pression de devoir faire oublier un certain Guirassy qui s'en va à Dortmund. Pour moi c'est lui, voilà, à Augsbourg il a fait de bonnes choses, il met 14 buts, il a 28 millions de valeur, c'est une vraie belle prise de la part de Stuttgart qu'il a acheté, sauf erreur pour un petit peu moins, un peu moins de 28 millions, 21 millions, hein. Je pense que le joueur a poussé aussi pour quitter le club et du coup c'est une vraie belle recrue pour le VfB et je me réjouis de voir l'attaque Denis Undav, Demirovic. Pour moi Denis Undav ça marchera, ça a marché la première année, ça marchera la deuxième et ça avait mis plus de 20 buts la saison dernière, c'est pour ça que je le cite pas, mais Ermedin Demirovic c'est clairement le joueur à suivre du côté de cette équipe de Stuttgart. L'Eintracht Francfort, encore européen, ça reste très stable, hein, Francfort. Et pourtant, ça a vendu cet été, parce que t'as pas chaud du côté du PSG. T'as Jakic qui est parti définitivement à Augsbourg. Et dans les recrues, t'as Ego Ekitike, qui a vraiment pas été incroyable en soi. Robin Koch qui est arrivé librement parce que il était en fin de contrat avec Leeds et il a pas renouvelé son contrat, donc il signe définitivement à la maison. Donc franchement, c'est plutôt une belle recrue. On va pas se le cacher, c'est une belle recrue. Il y a Aurel Amenda qui est arrivé en provenance d'IB, qui est assez intéressant. C'est un pré-contrat lui, mais il est arrivé blessé, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et puis pour terminer, il y a cet homme-là. Le joueur en question, c'est Can Uzun. Je pense que vous en avez très certainement entendu parler parce qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient dessus. C'est un profil très très intéressant. Pour vous dire, la saison dernière en Bundesliga 2 avec Nuremberg, c'est 30 matchs, 16 buts, 2 passes D. C'est 2000 minutes jouées. C'est jeune, hein, c'est extrêmement jeune. Ça n'a que 18 ans et c'est pétri de talent. Il y avait énormément de clubs sur lui. Le Bayern, pas mal de gros clubs allemands, mais aussi hors Allemagne qui auraient misé sur ce profil-là. Et pour moi, je suis très content de voir Uzun arriver dans cette équipe de Francfort parce que pour moi, c'est le remplaçant qu'ils n'ont pas fait quand ils ont perdu une individualité. Rappelez-vous la saison dernière, l'Eintracht Francfort perd Lindström qui part du côté de Naples. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était le joueur que j'avais dit qu'il fallait suivre la saison prochaine. Je crois que quelques semaines après la publication de la vidéo, ça s'était tout emballé, tout accéléré et Lindström partait à Naples. Donc gros fail pour ma part du coup. J'aurais pas pu anticiper ce transfert-là pour ma part, mais voilà. Et quand tu regardes le recrutement, Corps gratuit, ça a de l'expérience et c'est très bon, ça fait une belle saison en Bouli. Et Kitike, je pense que tu prends pas trop de risques parce que ça reste un joueur d'avenir et quand tu vois que tu le payes 16 millions, c'est vraiment pas cher. Et puis Can Uzun, qui aura, je pense, beaucoup de pression sur ses épaules parce qu'il doit se faire oublier quand même certaines grosses individualités offensives qui ont pu passer à Francfort. Je trouve que à des moments, Francfort c'était un petit peu léger. Offensivement, certes, tu as Hugo Ekitike, Marmouche, Knauf pour l'animation sur les couloirs, Alidou qui est très intéressant, qui va revenir d'un prêt à Cologne. Je suis persuadé que c'est un bon garçon. Mario Götze, qui n'est pas éternel. Shaibi, qui a été très très bon. Après, si tu as encore du Uzun qui arrive, c'est vraiment un très très beau mercato, hein, et une très très belle force offensive de cette équipe de Francfort. Pour moi, il y a clairement de la qualité, puis c'est clairement le joueur à suivre, le petit Can Uzun du côté de l'Eintracht Francfort. Allez, on passe au Wolf, on passe du côté de Wolfsburg. Wolfsburg qui fait finalement une saison, ils finissent bien mieux que ce qu'on pensait. En soi, ils finissent bien mieux que ce qu'on pensait. Et Wolfsburg, il y a eu un truc qui s'est vraiment passé durant le mercato estival là. Il y a eu le transfert libre de Waldschmidt, qui est un joueur que j'appréciais beaucoup, qui a signé du coup en Bouli 2. T'as le transfert pour 1 million de Maximilian Philippe, mais t'as surtout ce gars-là, Castel, qui s'en va du côté de l'Arabie Saoudite après quelques belles années du côté de Wolfsburg. Et du coup, il y a 2 gardiens qui sont arrivés. Le premier, Krabara, qui est arrivé en provenance de Copenhague, et l'autre, Marius Müller en provenance de Schalke. Alors, pour moi,
je vous dis la vérité. Hein. Pour moi, c'est Marius Müller, je connais très très bien parce que il est passé par la Super League, donc c'est un profil que je connais bien, qui est assez intéressant. Mais de l'autre côté, Kamil Grabara, pour moi, c'est clairement le profil à suivre parce que très très bon gardien, 25 ans, a encore de très très belles choses à faire. Hein. Il est polonais du coup, lui. Il arrive en province de Copenhague après de belles saisons pour un petit peu plus que sa valeur. Hein. On le voit là, 13,5 millions. Et si tu vas analyser ses performances en détail à ce garçon, tu vois que c'est quand même une belle valeur sûre que Wolfsburg va s'attacher parce que clairement, le type sort de saison pleine, vraiment avec... de très très belles saisons du côté de Copenhague, avec notamment des participations avec des champions, notamment l'année dernière où il joue 8 matchs quand même, c'est pas mal du tout. Il y a dû avoir des matchs de qualification. Et puis surtout, voilà, ça enchaîne un certain nombre. Voilà, la Superliga, tu as 21 matchs, plus les 10 matchs de Championship Tour, plus encore un match de playoff. Donc en gros, tu as des saisons à 40 matchs. Ça s'est enchaîné, ça a déjà pas mal d'expérience en Champions League. On voit qu'il y a une participation ici. Il y a une participation là, une participation ici. Hein, donc le gars, il va pas arriver dans un club en mode rookie. C'est un garçon qui a clairement la qualité pour être le numéro 1 de cette équipe. Je le vois clairement au-dessus d'un Marius Müller. Lui en plus qui est un peu plus jeune. Pour moi, ils ont revu complètement tout l'aspect des gardiens de but. Et pour moi, c'est le garçon à suivre du côté de Wolfsburg. Offensivement, après, si tu analyses l'équipe, si tu analyses un peu l'équipe de manière générale de Wolfsburg, il n'y a pas grand-chose d'autre pour moi à retenir de cette équipe. C'est vraiment une équipe qui a le petit... Il y a le Thiago Thomas qui est assez intéressant mais qui doit exploser. Lucas Nmecha qui enchaîne les blessures. Pour moi, on est dans l'éternel espoir désormais. Lovro Majer reste toujours intéressant à avoir regardé. L'éternel Maximilian Arnold, mais celui-là on ne veut plus le citer tellement on sait que c'est un bon joueur. Il y a le petit Hanster Vranks aussi qui est un joueur à suivre. Mais pour moi, je mettrais quand même le gardien parce qu'il y a vraiment une grosse révolution au niveau des gardiens de but. Désormais, on regarde 1, 2, il y a 3 gardiens. Désormais, 4 gardiens dans cet effectif. Mais voilà, Marius Müller, 31 ans, qui arrive pour 1 million de Schalke, qui sort d'une saison très compliquée. Pour moi, c'est pas lui le gars à suivre. C'est clairement le petit Kamil Grabara qui sera gardien, selon moi, numéro 1 du côté de ce VfL Wolfsburg. Allez, on passe à Freiburg. On passe à une équipe que je connais bien sûr. Très content déjà de vous dire que Noah Teboulou, c'était mon garçon à suivre la saison dernière. Et pour moi, c'est un de ceux qui a fait une des meilleures saisons. Il s'est vraiment révélé. Malheureusement, actuellement, il est blessé. On ne sait pas combien de temps encore exactement. Je ne suis pas sûr qu'il sera titulaire au championnat. Donc, on va faire avec Florian Müller. Au niveau des recrues, il n'y a pas grand-chose en soi. Si tu regardes. Il y a Huth qui arrive. C'est un gardien en doublure. Maximilian Philippe de Wolfsburg. Osterhag, Dingsy. 2 joueurs intéressants, il n'y a pas trop de grosses pertes en soi, donc tu gardes une ossature, mais tu as surtout un nouvel entraîneur. J'utilise un joker entraîneur, Julian Schuster. C'est lui le garçon pour moi à suivre du côté de Freiburg. Pourquoi ? Parce que on le voit très bien, cette image, elle est parlante. Il doit remplacer Christian Streich, qui était l'entraîneur ayant le plus long mandat en cours en Bundesliga. C'est pas celui qui a le record, mais c'est celui qui était en place depuis le plus longtemps. Pour moi, voilà, Julian Schuster, c'est clairement là son défi, c'est de faire, pas oublier, parce qu'il faut ne pas le faire oublier, mais il faut qu'il continue sur le travail effectué par cet homme qui a révolutionné le club. Et pour moi, lui, il est vraiment attendu au tournant. C'est un très jeune entraîneur, il a que 39 ans, il a la licence UEFA Pro, il a déjà eu des expériences. Et pour moi, voilà, il va être attendu au tournant par tous les fans de Freiburg. Et pour moi, j'utilise un peu mon deuxième joker après Vincent Kompany. Pour moi, c'est Julian Schuster. Et c'est complètement justifiable parce que clairement, avec le nombre de saisons passées avec Streich, c'est normal de citer son remplaçant. Voilà, c'est la suite logique. C'est vrai que quand tu regardes 2 secondes les recrues, Osterhag, Dingsy, c'était un des meilleurs joueurs de Bochum, donc je trouve que la pioche est assez intéressante. Dingsy, c'est un profil qui a mis énormément de buts, je crois qu'il a mis 9 buts la saison dernière et environ 7 passes D, donc c'est vraiment pas mal du tout en soi d'avoir réussi le coup Aaron Dingsy. Et pour moi, je suis assez content. Je suis assez content, même si j'aurais apprécié encore 1 à 2 individualités en plus. S'il n'y a pas de vente, je dis bien, je trouve que l'équipe devrait aller chercher normalement un maintien. Après, j'en ai parlé dans ma vidéo pronostic, prédiction. Je les vois pas forcément ultra haut cette année, mais je les vois largement capables d'aller chercher un maintien facile en Bundesliga 1. Une des équipes qui m'a le plus déçu l'année dernière, le Borussia Mönchengladbach, du coup, qui a vraiment frôlé la catastrophe, parce que c'était vraiment une dynamique qui était catastrophique en fin de saison, le Borussia Mönchengladbach. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à retirer de cette équipe. L'année dernière, tu peux construire sur certaines individualités, mais de manière générale, c'était vraiment pas bon. Même les recrues comme leur attaquant Thomas Gvankara, ça n'a pas du tout fonctionné comme on l'espérait. Il a été aussi en plus blessé. Par contre, pour moi, il y a un nouvel attaquant qui vient d'arriver. C'est Tim Kleindienst. Alors là, on est clairement sur un profil
ultra intéressant. C'est un parcours atypique, bien à l'allemande. Le type a passé par Freiburg, a passé notamment quelques belles années du côté de Heidenheim, où pour moi il avait sa place encore cette année à la tête de l'attaque de cette équipe d'Heidenheim, mais il a décidé de changer. Transfert évalué à combien le transfert pour Heidenheim? 6 millions. 6 millions, c'est sa valeur. Ils vont chercher un garçon qui a de la maturité, 28 ans. Et quand tu regardes un tout petit peu ses performances en détail, tu te rends compte que tu vas chercher un garçon qui sait trouver le chemin des buts. L'année dernière en Bundesliga, vous voyez, hein, première fois qu'il revient en Bundesliga avec Heidenheim, après quand même en 21, on le voit, hein, il a été en Jupiler Pro League, hein, notamment, où ça s'est pas forcément bien passé. Hein, il avait quitté Heidenheim, il était arrivé en province de Freiburg. À Heidenheim, en deuxième division, il avait fait de très belles saisons à 14 buts, 6 buts, là on le voit là. Mais par contre, après en Jupiler Pro League, il est revenu, il a vraiment pas réussi à s'imposer dans cette ligue-là. Il revient en Bully 2, hein, il réussit son retour, clairement. Il fait des saisons à 25 buts, avec une promotion, on le voit ici. Hein. La saison de la promotion, c'est 25 buts, 7 passes D, donc c'est très solide en soi. Et surtout, l'année dernière, c'est quand même 12 buts et 5 passes D. Là, où c'était la première fois qu'il était mis dans une situation où il est le titulaire à l'attaque de cette équipe d'Heidenheim, et il réussit sa saison. Donc voilà, le départ à Gladbach, pour moi c'est lui à suivre, c'est lui le problème qu'ils avaient devant, il doit le régler. C'est un joueur très intéressant, mature, 28 ans, qui a encore de belles années devant lui, et qui choisit le Borussia Mönchengladbach. Ça m'avait surpris, en vrai, de le voir arriver là-bas, mais par contre, on lui souhaite que le meilleur, parce que c'est un vrai super profil. Bon, le TSG Hoffenheim, alors bien sûr, tout le monde irait me citer la pépite, le très bon joueur Maximilian Bayer, mais bon, étant donné qu'il est en partance pour cette équipe du Borussia Dortmund, je vais pas me mouiller à le citer un nom qui partira directement. Voilà, je préfère ne pas trop me mouiller. En vrai, les gars, je vous assure, c'est très compliqué. C'est très compliqué à citer un nom, parce que pour moi, si Bayer s'en va, t'as pas mal de clients. Kramaric est toujours aussi bon, malgré son âge, 33 ans. Bebou, c'est pas mal du tout, ça a des bons moods. Le petit Marius Butler a jamais su confirmer ce qu'il avait fait du côté de Schalke. Non, pour moi, celui que je vois être vraiment ultra intéressant, il y a le Alexander Prass qui est arrivé en province de Sturm Graz, mais le petit Tom Bischoff, si vous connaissez pas un peu le profil, la saison dernière, le petit gars-là, il tape 25 matchs pour 2 buts. Bon, c'est pas la folie, hein, mais c'est vrai que depuis le départ de Baumgartner du côté de Leipzig, il n'y a pas vraiment eu un remplaçant. Et le petit Tom Bischoff, pour moi, c'est lui qui devrait l'être. C'est un international espoir allemand U19. Et pour moi, clairement, c'est le profil qui doit exploser cette année. C'est jeune, il y aura moins de pression aussi, parce que en étant jeune, tu peux t'entourer de certains cadres qu'il y a autour de lui. Et il y en a des cadres dans cette équipe de Hoffenheim, faut pas croire. Comme on l'a dit, Kramaric, c'en est un beau. Tu as du Mergim Berisha, qui doit quand même confirmer sa belle saison du côté de Augsbourg avant son arrivée à Hoffenheim. On peut également parler au niveau du milieu de terrain du petit Dennis Geiger, qui est toujours pas au niveau que ce qu'on espérait. Promel, toujours intéressant. Anton Stach, pour moi, c'est aussi un joueur qui doit vraiment lui apporter et qui doit lui permettre d'aborder les matchs avec un peu plus de confiance. Voilà, c'est un petit peu mon ressenti. Il n'y a pas vraiment un grand nom, vraiment sexy. Le petit Alexander Prass qui arrive, c'est pas mal. Je reconnais que le coup est intéressant, mais j'aurais quand même envie de vous dire le petit Tom Bischoff. Parce que pour moi, le problème de Hoffenheim la saison dernière, c'était le milieu offensif qui n'a jamais été remplacé. Parce que franchement, Christoph Baumgartner, quand il part à Leipzig, la saison avant son départ, elle est excellente. Et pour moi, ce garçon a jamais été remplacé. Pourquoi pas par un gamin du club, du coup, le petit Tom Bischoff. Ce serait vraiment le profil très intéressant que je verrais bien pour renforcer l'aspect offensif du club. Le renfort est déjà là, mais pour moi c'est le joueur à suivre. Quand tu regardes leur mercato, il est vraiment light, hein. Je sais pas s'ils ont des problèmes de thunes à Hoffenheim, mais il y a des années il claquait énormément et maintenant c'est plutôt très raisonnable sur le marché des transferts. L'Union Berlin qui a vécu une saison ultra compliquée l'année dernière, qui se sauve un peu in extremis, il y a que ça à dire. Et il y a un mercato vraiment. Tu perds Laidouni, tu perds Levling, tu perds Torsby, notamment le petit Kaufmann qui va à Heidenheim, on en parlera après. Et puis après, au niveau des recrues, Lazaro Benes, c'est un bon coup en vrai. C'est un vrai bon joueur de cette équipe de Hambourg qui arrive. Mais j'aurais quand même envie de vous dire le petit Léopard Kefrel du Rapide de Vienne. C'est un profil ultra intéressant.
que je suivais depuis déjà un certain temps, du côté de l'Autriche, qui a connu de belles saisons avec le Rapid, qu'on a connu des moins bonnes. L'année dernière, ce fut une belle année, il a 20 ans seulement, donc dans une défense où tu sais que l'Union Berlin joue à 3 derrière, c'est plutôt un bon coup en soi. Et moi, je reconnais que je m'attendais à ce qu'un autre club allemand avec un peu plus de prestige vienne le chercher, ou avec peut-être un peu plus de niveau. C'est vrai que quand tu analyses un tout petit peu la charnière centrale, le petit Dweki, toujours aussi bon. Diego Leite, c'est très très fort. Après, à côté, j'ai toujours trouvé un petit peu léger. Le petit Kevin Vogt, je suis pas très fan. Le petit Paul Jekyll, je suis pas très fan non plus. Là, avec l'arrivée de Léopold Kefrel, tu as clairement ta charnière centrale qui est définie. Tu as 2 garçons qui ont 26 et 25 ans qui vont pouvoir encadrer le gamin de 20 ans. Moi, sur ce coup-là, le coup, il est réussi. Il est vraiment pas mal. On aurait pu citer le petit Tom Roth, qui est recruté pour 5 millions seulement, et qui va renforcer la défense à l'arrière-gauche. Mais pour moi, même à 19 ans, c'est très très bon. Mais pour moi, Léopold Kefrel, c'est vraiment le profil qu'il fallait chercher dans cette défense centrale. Et c'est le bon profil pour moi. Je me réjouis de voir ce que ça va donner. Je pense que l'Union Berlin sera au bon milieu du classement cette année, pas trop haut ni trop bas. Je pense que l'année dernière a quand même laissé des grosses traces avec cette campagne en Ligue des Champions qui a été une réussite parce qu'ils ont retrouvé la Champions League. Enfin, ils ont découvert la Champions League, mais par contre, d'un point de vue sportif, ça leur a mis des bâtons dans les roues sur le reste de la saison, faut reconnaître. Donc voilà un petit peu mon avis. Plutôt une jolie recrue qu'il faut suivre du côté de l'Union Berlin. Le Werder de Brême qui continue, je dirais, un mercato léger. Ça vend Dinksy à Freiburg, mais il était prêté la saison d'avant du côté de Heidenheim, on l'a dit avant. Et il y a le petit Skelly Alvero qui arrive. Ouais, ok, intéressant, définitivement. Tu perds quand même ton gardien, Pavlenka, qui s'en va libre de tout contrat. Il y a quand même des grosses pertes en soi quand tu analyses tout ça. La saison d'avant, tu perdais quand même Niklas Füllkrug. Là, désormais, tu as quand même Justin Nijman et le petit Donks qui sont tes attaquants. Ok, ça fait le taf devant. Au milieu de terrain, franchement, moi, il y avait un profil que j'aimais beaucoup qui est parti depuis, mais tu as toujours le petit Leonardo Bittencourt qui peut toujours te faire des éclairs de génie. On parlerait d'un départ de Naby Keita avec les problèmes qu'il y avait eu extrasportifs, lui qui n'a pas voulu faire de certains déplacements. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et puis derrière, il y a le petit Félix Agou qui est toujours très intéressant, mais c'est pas non plus la grosse hype. Moi, en vrai, j'ai vraiment de la peine à vous citer un nom dans cette équipe du Werder de Brême. Le mercato est pas fou. L'équipe, il y a des bons rookies, mais il n'y a pas non plus des garçons incroyables. Pour moi, le capitaine reste un des joueurs que j'apprécie le plus de cette équipe, Marco Friedel, qui vraiment, lui, pour l'occasion, est un vrai bon joueur, qui sait enchaîner les matchs et qui sait enchaîner de bonnes performances. Mais de là à dire que le mec, c'est le joueur à suivre la saison prochaine, je suis pas 100% sûr de moi. Là, franchement, j'ai pas envie d'utiliser le joker de je ne sais pas, mais j'ai pas non plus envie de vous annoncer un nom qui ne va pas en être un. Franchement, je suis vraiment pas ultra hypé. Allez, je dois citer un nom et il faut se mouiller. Romano Schmid. Voilà. Mais pour moi, on est sur un garçon qui aurait dû confirmer il y a déjà avant et qui n'a pas confirmé ce milieu offensif Romano Schmid autrichien. C'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui est au summum de sa valeur, mais c'est pas non plus un joueur exceptionnel à plus de 15 buts la saison dernière. Si on analyse 2 secondes ses stats à notre ami Romano Schmid sur les saisons précédentes, c'est pas, voilà, ça met 4 buts, ça met 7 passes D. Ok, niveau d'un milieu offensif, 7 passes D, c'est pas mal. C'est la saison où il est le plus utilisé sur les 4 dernières années. Ça, c'est un bon point aussi. Il a pas mal, même en Bully 2, tu regardes en Bully 2, la saison n'était pas folle. En Bully 2, ça met 3 buts et 7 passes D en 33 matchs. Franchement, c'est pas non plus incroyable, quoi. Donc, moi, allez, je vous dis Romano Schmid, parce que je sais pas qui citer d'autres. C'est un joueur que moi, j'apprécie personnellement. Mais de là à dire que c'est la recrue, le joueur à suivre, il n'y a pas de grosse recrue, donc voilà. Et que ce soit le joueur à suivre, oui, s'il fait une bonne saison, on pourrait le retrouver ailleurs dans un autre club, mais voilà.
pas non plus une équipe qui me hype énormément, le Werder de Brême. On passe à une équipe qui, clairement, pour moi, aurait pu être la surprise de la saison dernière. Un temps, je me suis dit, ils vont faire une saison incroyable et ils vont finir en Europe. Ils se sont un peu écroulés sur la fin de saison et c'est ce qui leur vaut aussi certains départs. On le voit là, à Augsbourg, équipe qui m'est toujours très sympathique, qui perd Ermedin Demirovic, c'est le gros départ, bien sûr, cet été. Et après, franchement, niveau recrue, c'est pas la folie. Jakic de Francfort, Schlotterbeck de Freiburg, Essendon de ce club dont je ne connais absolument pas, Vizela, ça doit être portugais sauf erreur, ou sud-américain, bref. Tout ça pour dire que, pour moi, il remplace cet homme-là par Steve Mounier. Et vu la saison qu'il fait l'année dernière, pour moi, c'est plus que cohérent que l'homme à suivre du côté de cette équipe de Augsbourg, parce qu'il a la grosse obligation de remplacer l'homme fort parti, c'est Steve Mounier. 29 ans, qui a pas mal bourlingué. Ça arrive, on pense, du Stade brestois. C'est arrivé libre, puisqu'il était en fin de contrat avec les Bretons. Voilà, Steve Mounier qui arrive. Bon, moi, personnellement, ça me fait un peu peur. Parce que Steve Mounier, si c'est vraiment lui, s'il n'y a pas une autre recrue, si tu analyses vraiment ces dernières années, les gars, Steve Mounier, 32 matchs, 6 buts, 2 passes D. Les gars, 32 matchs, 6 buts, c'est pas ouf. Franchement, depuis sa dernière saison où il dépasse les 10 buts, c'est saison 16-17 avec Montpellier, quoi. Et là, tu dois faire oublier un gars qui t'a mis 14 buts. Et au-delà d'avoir mis 14 buts, si tu vas voir un peu la saison d'Ermedin Demirovic, là où tu te dis qu'il y a un sérieux client à faire oublier, c'est que d'un point de vue statistique, Ermedin Demirovic sur la saison précédente, là tu te dis ok, il y a une certaine pression pour le bonhomme, parce que Ermedin Demirovic c'est 14 buts mais c'est 10 passes D. Et ouais les gars, là t'es sur un certain client. C'est même pas 14 buts, c'est 15 buts, je disais même n'importe quoi. Donc 15 buts, 10 passes D. Donc là tu te dis, ouais, faut le faire oublier. Si c'est la pioche qu'ils ont décidé de prendre pour faire remplacer Ermedin Demirovic, pour moi, voilà, le joueur à suivre, c'est Steve Mounier. Ça va pas coûter cher, voilà. Mais par contre, j'ai de très gros doutes. J'ai de très 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 gros doutes sur cette individualité-là. Et pourtant, il y a de l'argent à Augsbourg. Avec l'argent qu'il y a, les Américains sont derrière, il y a de l'argent. Mais ça a l'air d'être assez... pour le moment, ils sont assez calmes sur le mercato. On verra par la suite. Allez, on est parti avec un club qui m'est sympathique, le FSV Mainz. Club toujours sympa à analyser, Mainz, parce que l'année dernière, ils nous font une saison horrible. Ça se sauve un peu miraculeusement. À des moments, on s'est dit, mais là, ils sont caisses. L'année d'avant, ils sont pas loin de l'Europe, donc c'est un petit peu en dents de scie, quoi. C'est difficile à lire, c'est difficile à suivre. Il n'y a pas un mercato de folie, même pas de mercato du tout. Niveau des départs, Ludovic Ajorc qui part en prêt au Stade brestois, mais je crois que c'est une option d'achat. Le petit Barreiro Martins, lui, c'est une belle perte quand même. Et ça va pas forcément, hormis le petit Sano que je connais absolument pas, qu'ils ont été recrutés pour un prix qui est très très faible. Je connais pas forcément, non, sinon les autres profils. Pour moi, Ludovic Ajorc, c'est pas un profil difficile à remplacer parce que le garçon a pas été incroyable la saison dernière. La saison d'avant, il était très bon, mais l'année dernière, c'était pas la folie. Pour moi, si je regarde l'équipe, il y a un joueur qui pour moi peut vraiment faire une saison de fou. Je vais pas vous citer Jonathan Burkhardt, je l'ai déjà cité, je vais pas le citer. Je vais pas citer le petit Borjan Draga, qui est très très bon, et pour moi Mainz a vraiment de vrais bons joueurs. Lui, quand il était revenu de sa blessure, on avait tout de suite senti la diff qu'offensivement ça allait mieux. Non, le petit Nelson Viper, pour moi c'est lui, le joueur à suivre. C'est un pur produit du centre de formation de Mainz, déjà c'est cool. Il est en U21, en équipe nationale U21. Il a fait toute sa formation à Mainz, donc Mainz sort quand même de bons joueurs, de très très bons joueurs. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu la saison dernière malheureusement, et pour moi lui c'est un vrai bon petit joueur qui a le profil, qui a la taille d'un Ludovic Ajorc, qui a un bon profil, qui a joué que 5 matchs la saison dernière, donc c'est pas vraiment beaucoup, mais par contre il a beaucoup été joué en deuxième équipe. Pour moi cette année, c'est l'année où il doit s'imposer en première équipe, où il doit prendre du temps de jeu, et il doit être l'homme fort de Mainz, en sachant que Jonathan Burkhardt, s'il te fait une belle saison complète sans blessure, il y a très peu de chances qu'il soit capable de le garder. Parce que clairement, Jonathan Burkhardt, lui, je pense que s'il ne s'était pas blessé, il serait déjà plus là. Parce que c'était vraiment un profil qui était très, 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 très précoce. Donc voilà. Malgré tout,
On verra ce qui va se passer pour Bo Henriksen, qui était arrivé pour sauver Mainz en provenance de Zurich. Il faut vous dire ce qu'il est, il a réussi parce que Mainz est toujours en première division. Mais sinon, c'est vrai que le mercato de Mainz, si tu es supporter de Mainz, je pense à Nadrax, un frérot à moi, tu dois pas t'enjailler sur ton mercato parce qu'il est plutôt soporifique ce dernier. Allez, on passe au plus petit, un des plus petits, le VfL Bochum miraculé, qui s'est sauvé durant ses barrages face à Düsseldorf. Après avoir pris 3-0 à domicile, ils vont se sauver en gagnant 3-0 à Düsseldorf et en gagnant au penalty. Scénario complètement fou, digne d'un scénario hollywoodien, c'est incroyable. Écoutez, moi, quand je regarde le mercato de Bochum, il n'y a pas grand chose qui me choque. Oui, tu as le départ de Kevin Stöger, qui était un vrai bon joueur du côté de cette équipe de Bochum. Tu perds Asano, qui était un bon joueur que tu avais dans l'animation offensive, c'est vrai. Osterhag, on l'a dit, mais bon, tu le vends, donc c'est un pur produit du centre de formation, c'est 100% bénéf. Tu as l'arrivée de Ibrahima Sissoko, transfert libre en milieu défensif, qui remplace un petit peu Osterhag. De Vint, qui arrive aussi, milieu offensif. Lui, c'est assez intéressant, c'est un bon profil. Non, par contre, le joueur, moi, qui m'a simplement choqué, et c'est vrai que ça m'a tellement choqué que j'avais même écrit à mes modos fans de Bully, je me dis, mais comment c'est possible? Faut reconnaître que c'est une dinguerie de te dire que le gars arrive dans cette équipe. Parce qu'on lui avait prédit une belle carrière avec beaucoup de réussite. Bon, ça se passe pas parfaitement bien. Si tu regardes ses dernières saisons, on est rediviseur 11 matchs, 3 buts. En Ligue 1, 9 matchs, 1 but. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Il y a cette fameuse saison à la Z Alkmaar à 15 buts, ce qui l'envoie à Monaco. Mais dans un championnat où tu sais que les attaquants ils sont mis en valeur, tu te dis que tu as une réalité où ce garçon-là te fait une saison de porc. Tu as un monde où ce gars-là te claque 15-20 buts et sauve à lui tout seul Bochum. C'est un petit peu le scénario à la Hollywood, un peu une dinguerie. Moi, ça me ferait trop kiffer. Je suis extrêmement surpris de ce transfert, pour tout vous dire. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il se fasse. C'est pour moi un super coup réalisé par Bochum. S'il y a une option d'achat, c'est encore mieux parce que s'il fait une grosse saison, il pourrait l'avoir pour pas cher. Franchement, joli coup et clairement le profil à suivre la saison prochaine. Passe à Heidenheim. Et là, je me réjouis de vous faire mon prono bully. Parce que eux, j'ai des choses à dire. Heidenheim, ça s'est sauvé, c'est qualifié pour les barrages de Conference League. Donc déjà là, tu te dis c'est une dinguerie. Première saison en Bundesliga 1 et ça se qualifie pour les barrages de Conference League. Donc c'est vraiment la belle histoire, bravo à eux. Le problème, les gars, le gros problème de Heidenheim, c'est que les hommes forts offensifs sont partis. Tu as le retour de Dingsy à Werder qui est parti à Freiburg et tu as la perte de Kleindienst qu'on voit ici. Plus Jan Niklas Beste qui s'en va à Benfica. T'as récupéré 15 millions, c'est bien, mais offensivement, t'as plus d'équipe. Et tu fais un mercato où tu vas chercher Kaufmann à l'Union Berlin, Paul Warner, une grosse pépite du football allemand en provenance du Bayern. Et sinon, pour le reste, je ne vais pas vous en parler parce que je ne connais pas. Mais c'est des gars qui viennent de Bully 2 et de Bully 3. Et tu dois jouer une saison où tu es censé te battre pour des playoffs pour la Conference League et jouer l'Europe pour la première fois de ton histoire. Et t'as quand même un mercato qui est digne d'un club relégué, je suis désolé. Et quand tu regardes cette équipe, le gardien Müller, c'est pas la folie, mais ça fait le taf. Mainka, Gimber, c'est pas mal du coup. Le petit Celis Leben, c'est pas mal du tout. Maintenant, ça reste vraiment pour du bas de tableau de Bully 1. Paul Wagner, j'aurais tendance à vous le citer. À vous dire Paul Wagner, c'est lui l'homme qui va animer l'offensive de cette équipe, prêté par le Bayern de Munich, un super jeune, très très intéressant. Et lui, c'est lui le garçon, et pas Bischoff qui était prêté à Elfensberg la saison dernière. Donc lui, à 18 ans, il a quand même déjà bouffé pas mal de temps de jeu en professionnel. Le petit Mervyn Pieringer a jamais su s'imposer comme il l'était en deuxième équipe à Freiburg. Et après, tu as le petit Michael Kaufmann. Pour moi, je vais citer ce duo. Je me permets de citer un duo. Kaufmann et puis Wagner. Pourquoi ? Parce que tu dois faire oublier Kleindienst et Beste. Et ça va être difficile. En vrai, et qu'on se le dise, le fait qu'il recrute Michael Kaufmann pour vraiment pas cher, c'est pas une grosse prise de risque financière. Parce qu'il y a de très grandes chances que le garçon il explose. Par contre, tu dois quand même faire oublier un gars qui t'a mis 12 pions la saison dernière en la personne de Kleindienst. Voilà. Et ça fait très très mal. Et si tu regardes un peu les stats de Kaufmann sur ses saisons précédentes, même du côté de l'Union Berlin, c'est pas la folie. Voilà, Bully, 18 matchs, 1 but.
Voilà, en Bully 2, c'était beaucoup plus fou, mais c'était du côté de Karlsruhe, c'est pas mal, hein, voilà, tu mets 10 buts, 8 passes D, c'est une belle saison. Mais par contre, en Bully 1, tu vas un peu dans l'inconnu, tu vas complètement dans l'inconnu avec Kaufmann, et si tu analyses un tout petit peu maintenant le petit Paul Wagner qui est là, Wagner et pas Wagner, excusez-moi, qui est là et qui te fait une saison à 6 buts et 3 passes D, c'est pas mal. Dans un club comme Elfensberg, c'est pas mal. Mais quand même, là, tu vas être confronté à d'autres réalités. Pour les deux, pour moi, c'est limite un saut dans l'inconnu parce que c'est pas le temps de jeu que le petit Kaufmann a fait à l'Union Berlin. On peut dire que c'est un vrai joueur de Bundesliga 1. Puis pour Paul Wagner, ouais, c'est pas mal à Elfensberg, mais là, tu arrives en Bundesliga 1 avec un rôle où c'est que tu dois porter cette équipe offensivement, où tu peux potentiellement réussir à aller en Europe. Et moi, je vous assure, les gars, je sais pas comment ça se passe les nuits pour Frank Schmidt, mais moi, personnellement, je dormirais mal. Hein, l'entraîneur de Heidenheim, c'est quand même très très dur de se dire que lui, voilà, quoi, tu te retrouves dans une situation où tu as perdu, t'as perdu tes meilleurs éléments offensifs, quoi. Tu as perdu en vrai tes 3 meilleurs éléments offensifs. Et on te les a remplacés par des joueurs de Bully 2 et des jeunes. Voilà. Difficile à dire, on espère quand même pour Heidenheim qu'ils arrivent à se maintenir et qu'ils arrivent aussi à faire un beau parcours en Europe. Franchement, moi ça me ferait kiffer d'avoir un nouveau club en Europe, en Allemagne. C'est vrai que j'aurais kiffé que ce soit Freiburg, mais si c'est Heidenheim, voilà, ce sera Heidenheim. De toute façon, c'est comme ça, ils nous ont pris la place en toute dernière journée. On verra ce qui va se passer, mais je suis très sceptique pour cette équipe de Heidenheim. On passe à l'avant-dernier, St. Pauli qui monte en Bully 1. St. Pauli qui va découvrir le haut niveau après l'avoir quitté, je sais plus quand est-ce que c'était la dernière saison, ça date d'il y a un certain temps, hein. Maintenant c'était début des années 2000 sauf erreur, et St. Pauli franchement, moi ce qui me surprend, c'est ce départ là, Marcel Hartel qui était clairement le meilleur joueur de Bully 2 la saison dernière, qui a été ultra intéressant, qui s'en va du côté de Philadelphie, c'est ça? Non, c'est Saint-Louis en MLS. Libre, ils n'ont pas renouvelé le contrat, ça peut paraître surprenant. Et puis après, je ne vais pas faire le fin connaisseur. Il y a, c'est 5 recrues. Les 3 là, je ne connais pas. Je ne vais pas vous dire des conneries. Après, Morgan Guilavogui, ça n'a pas marché à Lens. Pourquoi pas? C'est un attaquant. Qui va dans un championnat où les attaquants aiment s'exprimer. Et puis le petit Robert Wagner, milieu central de Freiburg, lui, je sais qu'il a énormément de potentiel. Il a sorti une très très belle saison l'année dernière du côté de Greuth. Ce sera sa première année avec un rôle de titulaire dans un club de Bundesliga 1. Avec les éléments encore en présence de cette équipe, j'ai difficilement d'autres noms à vous citer. Je vais être sincère avec vous. Je ne suis pas ultra emballé. Pour moi, c'est une équipe très très légère. J'aurais pu vous citer Jonas Eggestein. Les joueurs de FIFA doivent le connaître. Mais ça fait une saison correcte l'année dernière, même très correcte. C'est peut-être la meilleure saison de sa carrière. 9 buts, 4 passes D. Ok, pas mal. C'est pas mal du tout. Là, il y avait une saison à 12 buts en Bundesliga autrichienne. Allez, je vais citer ce garçon, Jonas Eggestein, frère de Maximilian Eggestein qui joue à Freiburg. Mais encore une fois, avec vraiment beaucoup d'incertitudes. On verra. Un duo Eggestein-Guilavogui devant, ça pourrait être intéressant. Guilavogui, c'est vrai que c'est un joli petit joueur, mais que j'ai pas beaucoup vu du côté du Racing Club de Lens, donc pourquoi pas. Voilà, maintenant, difficile à dire pour moi si ça va fonctionner avec Jonas Eggestein, avec Guilavogui ou avec d'autres joueurs. Mais pour moi, c'est le petit joueur que j'ai envie de miser. 26 ans, il arrive en pleine maturité. On verra ce qui va se passer. Bon, et le dernier élève de la classe à passer sous la loupe, Holstein Kiel. Déjà, pas mal de gens hors de la peine à... Alors, c'est vrai que Holstein Kiel, c'est pas facile à dire, mais Ainsbury et Aoué, certains, quand tu les entends le dire pour la première fois, tu rigoles pas mal. C'est monté, c'est un beau promu. C'est un beau promu Holstein Kiel. Ça a fait une belle saison l'année dernière, c'est vrai. Il y a quelques jolis joueurs. Malheureusement, il y a beaucoup de blessés. Timo Becker, par exemple, c'est un vrai bon défenseur central. Le petit Beckel à côté était pas mal aussi la saison dernière. C'est des artisans qui ont été très solides. Après, les gars, tu te rends compte que le mercato, il est ultra léger. Il y a le petit Philippe Sanders qui était très bon aussi, qui est parti à Gladbach. Sinon, tu n'as vraiment pas énormément de profils. Tu as toujours l'éternel espoir, et je pense que lui, il a l'étiquette à vie maintenant, Philippe Harp, qui est passé notamment par Hambourg. Et à 24 ans,
c'est compliqué. T'as toujours le petit Levis Holby qui est là aussi. Mais difficile à dire. Pour moi, ça a pas le niveau. Mais si je dois citer un joueur à suivre, je sais pas combien de temps il est blessé. Par contre, le petit Colin Klein Belkel, qui est clairement pour moi un élément ultra intéressant de cette équipe. Il me fait beaucoup penser à Klarer quand il est arrivé en provenance de Düsseldorf pour Darmstadt. Pour moi, c'était un élément qui allait avoir de l'importance dans son effectif au vu du maintien pour Darmstadt. Ça n'a pas fonctionné malheureusement pour lui, il est de retour en Bully 2. Et ben là, c'est un peu un même discours. Pour moi, c'est un garçon qui a énormément de qualité, qui peut vraiment réussir à donner un gros coup de pouce à son équipe s'il fait une grosse saison défensive. On sait que les défenses, ça peut te permettre de gagner des points. Si tu regardes sa saison précédente, il joue 24 matchs en Bully 2 avec 2000 minutes, donc c'est un garçon qui a l'habitude d'avoir du rythme. C'est pour ça que pour moi, c'est lui que j'ai envie de suivre. C'est lui que j'ai envie de suivre parce qu'il a aussi une suite de carrière qui est plutôt très très bonne. Parce qu'il y a 2 ans, il était encore en équipe réserve. Maintenant, il a fait sauter le pas en équipe première et il sort une première vraie bonne saison qui mène le club de Holstein Kiel en Bundesliga 1. Donc voilà. Klein Beckel, voilà pour moi le nom à retenir de cette équipe de Holstein Kiel. Il n'y a vraiment pas un gros mercato parce que les moyens sont vraiment faibles pour cette équipe du nord de l'Allemagne. Mais on leur souhaite quand même une belle saison, même si je pense que ça va être très très dur pour se maintenir. Et voilà les gars, on a passé à la loupe les effectifs de Bully 1. On a fait les 18 et je vous ai cité 18 joueurs à suivre pour la saison à venir. J'espère que ce concept vous a plu. On pourrait, si vous voulez, en faire pour peut-être la Ligue 1 avec beaucoup moins d'expertise que je peux vous en apporter en Bundesliga. Ça c'est vrai, il faut dire ce qui est. Mais on pourrait le faire si ça vous plaît. Pourquoi pas se lancer dans ce périple exercice. J'espère que vous avez pris du plaisir, que vous avez appris des choses à travers cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Micro. Ciao ciao.